Les ondes gravitationnelles, moi j'étais sûr qu'elles existaient. Par contre, après, pour faire un système sur Terre qui soit capable de les voir, ça c'était une autre histoire. Comprendre aujourd'hui pour inventer demain. Des électrons libres vous racontent leur chemin. Électrons libres by Ezeo. Tous les troisièmes dimanches du mois, à 19h, sur Radio Campus Angers 103 FM. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Électrons libres, le podcast qui parle des métiers du numérique à travers les voix de celles et ceux qui les vivent. Je suis Anne, voici Alex, et on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, à celui qui a un jour osé dire des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche, eh bien on peut lui dire d'arrêter de chercher parce que nous on a trouvé un chercheur qui trouve. Il s'appelle François Bondu, il est ingénieur Ezeo, docteur en physique et aujourd'hui il est directeur de recherche à l'Institut Photon du CNRS. Et ce qu'il a trouvé avec les équipes internationales de chercheurs des projets Virgo et LIGO, c'est un moyen de détecter les ondes gravitationnelles, ces minuscules déformations de l'espace-temps qui sont causées par des fusions d'étoiles à des milliers d'années-lumière. Une découverte évidemment historique qui a été récompensée par le prix Nobel de physique 2017. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Bravo pour l'introduction. Ça va, ça vous plaît ? Ah, très bien. Super. Moi, je voulais commencer par le commencement et vous demander, est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez enfant ou ado, ce qui vous a donné la fibre ou la passion pour les sciences ? J'ai toujours aimé comprendre comment ça marche et puis démonter les choses. Mais je pense pas que je pensais devenir ingénieur à ce moment-là, pas du tout. Ouais. Je pense que même pendant l'année du bac, c'était pas du tout clair pour moi. Ah oui. Et justement, après, quand vous avez eu votre bac, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une école d'ingénieur, vous savez ? Je pense que le métier d'ingénieur me faisait un peu rêver. Je savais pas ce que c'était. Je me souviens, même dans les couloir de l'Ezeo, en fin de première année ingénieur, à regarder le programme de en disant « je comprends même pas les titres des cours ouais. ». Donc ça faisait rêver de comprendre tous ces objets techniques-là, quoi. Et après, oui, donc j'envisageais pas forcément ni le métier, ni la pratique d'ingénieur, mais plutôt l'envie d'apprendre, quoi, de continuer à apprendre ce qui m'avait fait déjà... ce qui m'avait fait donner envie d'apprendre dans les années précédentes, quoi. Et finalement, vous avez gardé cette envie d'apprendre parce que vous avez fait un parcours super long. Voilà, oui, c'est ça. Après, donc, nous, à l'époque, il y avait un service national à faire. Et donc, j'ai fait ça en coopération au Mali. Ok. Et pendant ce service-là, je me suis dit, tiens, à l'Ezeo, on m'a beaucoup parlé des ondes lumineuses. Je croyais tout savoir sur les fameuses équations de Maxwell. Je me trompais. Et je me dis, c'est rigolo, on n'a jamais parlé d'ondes qui seraient associées à la gravitation, quoi. Et j'avais vu qu'à Paris, au DEA de physique théorique, il y avait un parcours, il y avait une thématique ondes de gravitation. Je me suis dit, allez, je refais une année pour voir de quoi ça cause, quoi. En fait, mathématiquement, c'est très compliqué. Mais après, quand j'ai recherché un stage là pendant cette année-là, on avait un mois de stage là sur ce qui s'appelle le DEA, qui correspond au Master 2 aujourd'hui. Okay. Et c'est le responsable du DEA qui m'a dit « Va voir Alain Briet à Orsay ». Donc c'est Alain Briet qui a commencé à lancer ces projets-là en France. Voilà, donc je suis allé le voir et j'ai eu un mois de stage et puis j'y ai fait ma thèse aussi après. Donc Alain Briet, c'est un peu quelqu'un qui a marqué, qui a été un peu un tournant dans votre carrière. C'était en 92, si je me trompe pas, c'est ça ? Oui, et puis j'ai bossé. 92. Alors, on a bien travaillé. Oui. De 92 à 96, la thèse, et puis je suis resté encore 6 mois après, et puis après c'est lui qui c'est pas lui qui recrute, c'est le CNRS, mais j'ai travaillé après avec lui pendant de nombreuses années. C'est quelqu'un que je continue d'admirer énormément. Une intuition scientifique incroyable. Okay. Je me souviens pendant la thèse, des fois il me dit tiens, ou je lui dis tiens, je vais calculer ça. Puis il me dit ouais, tu vas trouver ça, tu vas trouver 2,2, tu vas trouver 2. Puis moi je fais le calcul, puis il y a ça qu'il a pas vu, il y a ça qu'il a pas vu, puis à la fin, ah ouais, c'était 2,2. C'était pas mal. Il avait tout vu en fait. Ouais. Incroyable. C'est chouette. Il a eu pour la détection des ondes gravitationnelles, la médaille d'or du CNRS. Et c'est pas une médaille en chocolat. C'est une très très belle médaille, ouais.
Donc c'est lui l'initiateur des projets de détection des ondes gravitationnelles pour la France. Et c'est lui avec Adalberto Giazzotto en Italie qui a monté le projet Virgo franco-italien, qui était franco-italien au départ et qui maintenant est devenu plus européen. Ok, ça marche. Je voulais vous faire écouter un extrait sonore et que vous me disiez ce que ça vous évoque et vous nous expliquez ce que c'est. C'est très léger, hein. Oui, l'onde n'est pas très forte. Ouais. On entend beaucoup de bruit. Oui. C'était pas ça que j'étais venu chercher, mais je suis devenu très fort sur les bruits instrumentaux. Ah oui. Et puis évidemment, on entend le signal de coalescence de 2 étoiles, de 2 trous noirs ici. Je pense que c'est le signal de 2015, ça, non? Il me semble que c'est ça, ouais. Un peu, ouais. Et donc c'est un signal sinusoïdal avec une fréquence qui augmente en même temps qu'on augmente l'amplitude, puis ça s'arrête brusquement. En anglais, ça s'appelle un chirp. En français, ce serait gazouillis. Un gazouillis. Mais parce que ça fait un petit peu, c'est une note traînée comme un peu un oiseau là. Le petit. Voilà, le petit gazouillis de l'oiseau. Ok. Et de quoi provient ce bruit? À quoi ça correspond? Donc là, en fait, pour l'espace-temps, c'est un milieu qui est extrêmement rigide. Donc pour le faire vibrer, il faut des objets extrêmement massifs et qui vont extrêmement vite. Donc là, c'est 2 trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires chacun, qui tournent l'un autour de l'autre à des centaines de fois par seconde. Ils sont éloignés de, je crois que c'est 150 km l'un de l'autre. Je peux pas vous dire, honnêtement, je peux pas vous dire. J'ai travaillé un peu, mais... Donc, il y a des objets extrêmement massifs. Ouais. Et en fait, le système, les 2 étoiles tournent l'un autour de l'autre. Et le système rayonne de l'énergie. Et donc, en perdant de l'énergie, la période de rotation augmente. Et puis, les étoiles se rapprochent l'une de l'autre. Et au bout d'un moment, elles finissent par tomber l'une sur l'autre et elles se fondent comme 2 gouttes d'eau. Et ça fait un trou noir qui s'excite. Et après, ça fait un trou noir qui va rester là... pour longtemps. Ok. Et qu'est-ce qui se passe, excuse-moi, juste, qui se passe entre ce moment, cet événement qui se passe et cette petite courbe, d'où elle sort, à quoi ça correspond? Alors après, évidemment, le système, donc là, c'est là où il est produit, le signal est extrêmement fort, mais nous, on est très très loin, et donc là, le signal, il se propage pendant des milliers, des millions d'années, et nous, longtemps après, on a créé un instrument qui permet d'être sensible à ces vibrations de l'espace-temps. Juste pour dire, les ondes gravitationnelles, on les connaît depuis bien plus longtemps que ça, depuis 75, parce que la première mise en évidence des ondes gravitationnelles, c'est avec une binaire d'étoiles à neutrons, et pour lequel Hussel et Taylor ont eu le prix Nobel. Donc une détection en 1975. Et là, en fait, on voit donc il y en a un des 2 objets qui est un pulsar, donc qui émet des bips. Et comme les bips sont irréguliers, on arrive à comprendre que le pulsar tourne autour d'un autre objet qu'on voit pas, qui est aveugle, ouais. Et puis et on peut mesurer comme ça la période de rotation. Et puis on s'aperçoit que la période de rotation, là aussi, elle s'agrandit. Mais là, le système, il va coalescer dans très 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 longtemps. Donc celui-là, on le verra pas coalescer, pas tout de suite. Okay. Voilà. Mais en tout cas, les ondes gravitationnelles, moi, j'étais sûr qu'elles existaient, même au moment de ma thèse, quoi. Okay. Par contre, après, pour faire un système sur Terre qui soit capable de les voir, ça, c'était une autre histoire. Vous venez de dire à l'instant que les 2 étoiles, elles fusionnaient. Est-ce que si je dis qu'elles explosent, c'est pas correct? Alors, les étoiles à neutrons, non, elles explosent pas, non. Ok. Enfin, c'est pas des étoiles à neutrons, là, c'est des trous noirs, donc les trous noirs, ils explosent pas. Ok. Les étoiles, elles peuvent, quand elles s'effondrent, donc Virgo, le projet en Italie s'appelle Virgo parce qu'à l'époque, on connaissait plusieurs sources possibles d'ondes gravitationnelles, donc il y avait les supernovas, des étoiles qui, en fin de vie, s'effondrent sur elles-mêmes puis réexplosent. Il y avait les binaires d'étoiles à neutrons. À l'époque, on en connaissait 3 ou 4. Donc, on se dit, en faisant de la statistique, on se dit, bon, il peut y en avoir quelques-unes. Et puis, éventuellement, quelques autres signaux. Et quand Virgo, je pense que quand ils ont choisi le nom, alors il y a un nom ironique qui veut dire Very Improbable Project, des choses comme ça. Mais je pense que non. Mais l'autre nom, c'est parce que Virgo, c'est l'amas de la Vierge.
Ok. Ah oui. Donc nous, on est dans la Voie lactée, et la Voie lactée, elle est dans un amas de galaxies qui s'appelle l'amas local, et on sait qu'il y a un effondrement de supernova par siècle, par galaxie. Et l'autre amas qui est le plus proche de nous, c'est un amas qui est situé dans la constellation de la Vierge. Et là, on dit, si on arrive à avoir un instrument suffisamment sensible pour regarder aussi loin, on verra plein de supernovas. Donc en fait, ce qu'on espérait trouver, c'était des supernovas. Mhm. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Virgo. Donc vous regardiez dans une direction un petit peu. Alors, l'antenne, elle a un lobe d'antenne, mais c'est posé au sol, ça fait 3 km, on peut pas le bouger. On regarde, la direction dans laquelle l'instrument regarde, il dépend de la rotation de la Terre, on peut absolument rien y faire. Ok. On peut pas le diriger. C'est pas pas un radar qu'on peut tourner, une antenne de radar qu'on pourrait tourner. Et après, donc, on croyait, il y avait des hypothèses là sur les supernovas. Le problème, c'est qu'on sait pas quel signal ça fait quand ça explose. Mhm. Il y avait des gens qui disaient oui, ça donnera probablement des signaux. Puis après, quand les gens refait les calculs, ils vont dire on n'est pas très sûr qu'il y ait un signal télévisible. Faut que ça tombe pas symétriquement. Et les gens qui font des calculs d'effondrement d'étoiles, il y a des gens dont c'est le métier, ils trouvent que c'est pas très symétrique. Enfin, ils ont trouvé plutôt que c'était assez symétrique et qu'il y aurait peut-être pas beaucoup de signaux. Et donc après, à l'époque, en tout cas, fin des années 90 et début des années 2000, on espérait voir des coalescences d'étoiles à neutrons, les 3 ou 4. Alors, parce qu'au départ, on commençait à en voir plusieurs. Et on se dit, si c'est bon, si la statistique, elle continue de croître. Et le problème, c'est que la statistique, elle a vite plafonné. Et là, on s'est dit, oulala, il y a peut-être pas grand-chose à voir. Et après, donc, il y avait les trous noirs, autant que je sache, c'était pas, en tout cas, dans les années 2000, c'était pas prévu qu'on les voit, quoi. Et au tel point que la toute première détection, les 2 trous noirs qui ont été explosés, ils formaient un signal qui était pas, c'était des objets bien plus lourds que ce qui était prévu. Et donc, en tout cas, quand on essaye de voir un signal, on a des modèles. Ouais. Et puis le truc tombait dans aucun modèle. Donc les gens qui cherchaient des signaux, on dit il s'est passé quelque chose. Et puis les gens qui cherchaient des coalitions de trous noirs, ils disent nous on n'a rien vu parce que c'est passé à côté. Et c'est après qu'on s'est aperçu que c'était des objets bien plus lourds que ce qui était prévu. En fait, on s'arrêtait de chercher à partir de 10 masses solaires, et là les objets sont bien plus lourds que ça. Et donc ils n'ont pas été vus. Vous avez dit que depuis les années 70, vous saviez que ça existait, les ondes gravitationnelles, mais ouais, non, mais ouais. mais en réalité, c'était même avant, puisque Einstein, dans sa théorie de la relativité, il décrivait déjà juste par ses équations, leur existence. Oui, en 18, je crois, qui prévoit les ondes gravitationnelles, mais il n'était pas très sûr parce qu'en fait c'est un système d'équations très non linéaire, très compliqué, et il y a des conditions de jeu, les façons dont on construit le maillage de l'espace-temps. Et je crois c'est dans les années 30, il a essayé de publier un papier en disant non, finalement, je crois que ça n'existe pas. Ah oui. Et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, que dans la littérature scientifique, il a commencé à avoir des revues anonymes. Aujourd'hui, quand on envoie une publication, il y a des gens qui jugent le papier qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais. Et le papier a été rejeté. Ah oui. Il a été rejeté, et Einstein il a dit mais je vous ai pas soumis le papier on lui a demandé de faire des modifications. Ah oui. Et Einstein il dit mais je vous ai pas envoyé le papier pour le modifier, je vous l'envoie pour le publier, et il a laissé tomber, donc il a pas publié comme quoi les ondes gravitationnelles n'existaient pas. Okay. Et après, le système est tellement compliqué mathématiquement que c'était resté un problème de mathématiciens, quoi. Okay. Vraiment, c'était des mathématiciens qui débattaient ça dans des communautés très petites. Il y a des gens qui font des espaces riemanniens, qui calculaient qui faisaient ces genres de calculs-là. Et c'est passé dans le domaine de la physique plus tard, aux États-Unis, avec d'abord un Américain qui a essayé de détecter des ondes gravitationnelles, lui, avec des grandes barres cylindriques, 2-3 mètres de long, presque autant de diamètre. Et lui, il a publié, je crois que c'est en 68, en disant « J'ai vu des ondes gravitationnelles ». Donc tout le monde s'est mis à faire des barres dans le monde, enfin tout le monde, non, mais il y en a eu plusieurs, et personne n'a réussi à reproduire les résultats. Mais il avait vraiment réussi, c'était vraiment... Non. Aujourd'hui, on sait que c'était pas des détections, quoi. Que c'était probablement pas... Oui, des signaux aléatoires dans son train de données, ou une analyse. On n'avait peut-être pas les mêmes critères aussi rigoureux à l'époque pour analyser les données. Okay. Voilà.
Et puis après, l'histoire s'est continuée aux États-Unis je crois que c'est 68 ou 72 avec Rainer Weiss, qui était un jeune enseignant au MIT, et on lui a donné à enseigner, lui il était physicien, on lui a donné à enseigner la relativité générale aux étudiants. Et il dit, j'avais un cours d'avance sur mes élèves, et il y a un jour, il s'est dit, tiens, il faut que j'explique les ondes gravitationnelles, et il s'est dit, il faudrait que je fasse une expérience de pensée, comment on pourrait les détecter. Donc pendant l'été, là, il a fait ses calculs, il a présenté ça à ses étudiants, puis après il a demandé les financements pour construire l'instrument aux États-Unis. Et on lui a répondu jamais. Donc ça n'a pas été si facile. Moi, je voudrais qu'on en revienne au projet et je voulais savoir, est-ce que vous pourriez nous décrire le rôle que vous avez eu dedans? Alors j'ai eu plusieurs rôles. Donc évidemment, c'est un travail des grosses collaborations. C'est loin d'être des travaux individuels. Moi, j'ai fait une thèse pour calculer les amplitudes de vibration des miroirs. Donc on mesure la distance entre deux miroirs qui sont situés à 3 km l'un de l'autre. Et les miroirs, comme ils sont à température ambiante, eh bien ils vibrent un peu comme des lames de xylophone. Une lame de xylophone, ça vibre tout le temps. Ça se voit pas, ça s'entend pas parce que c'est très très faible. Mais là, comme on voit des effets vraiment petits, en fait, et ça limite un peu c'est ça qui est un peu le bruit de fond de l'instrument. Donc j'ai commencé par calculer ça là dans ma thèse, et après j'ai une deuxième partie où j'étais responsable de la stabilisation en fréquence du laser, qui va interroger la distance entre les miroirs. Et après, dans les autres années, j'ai travaillé aussi sur les systèmes laser. Vraiment, je savais pas, moi, que ça prendrait autant de temps à mettre au point. Justement, j'ai lu que le pari à l'époque, c'était de détecter les ondes gravitationnelles avant l'an 2000. En 2000, vous êtes donné un petit rab, on va dire, de 10 ans en 2003, je crois. Vous êtes donné 10 ans de rab pour atteindre cet objectif. Au final, c'est en 2015. Alors moi, ma question, c'est comment on vit au jour le jour un objectif qu'on a du mal à atteindre, on n'en voit pas encore, ça se concrétise pas au quotidien. C'est pas très facile. Hein. C'est ça, faut garder la foi. Il y a des collègues. Alors moi, je l'ai perdu. Hein. Ah oui. Ah oui, moi je crois qu'en 2015, j'y croyais plus. Enfin, pas trop. Ouais. Je doutais pas que les ondes puissent exister, mais je doutais qu'on puisse faire un instrument suffisamment sensible pour les voir, tellement c'est compliqué à mettre au point. Et puis en plus, alors c'est difficile à mettre au point, et puis les astronomes aussi repoussaient ah ouais, non mais finalement ça serait bien si vous gagniez un ordre de grandeur de plus pour voir quelque chose. Ah ben non. Vous ne faites pas ce coup-là. Voilà. Donc moi l'objectif il a reculé plusieurs fois. Alors il y a eu je pense qu'on sous-estime les difficultés de mise en œuvre, les difficultés techniques, on voit comment ça va que ce qu'il faut faire, c'est plus difficile après à mettre en œuvre que plus long en tout cas que prévu. Mais quand même après, moi je dirais qu'à partir des années 2010, là on a commencé à vraiment mieux s'organiser, et là on dérapait beaucoup moins dans les plannings que ce qu'on faisait avant, quoi. Et il y a combien de personnes sur le projet typiquement? Alors là sur les publications donc franco-américaines, on est plus de 1000. Après des gens qui sont concrètement sur place, il y a une centaine. Mais il y a plein de métiers différents. Il y a des gens qui travaillent à distance, qui mettent au point, des gens qui travaillent sur place. Après, je dirais que sur place, il y a une bonne centaine de personnes, quoi. Ok. Alors moi, je voulais vous demander, justement, on a parlé de un peu perdre la foi presque après des années, voire des décennies de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le jour où vous avez reçu le premier signal, et qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez quelque part vérifié une équation que Albert Einstein, quand même quelqu'un de un petit peu connu, avait prédit il y a un siècle dans ses équations? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Donc en fait, il y a plusieurs choses, parce que dans les données entre guillemets, pour éviter que les esprits s'échauffent trop vite, il y a des gens qui injectent des données numériques par-dessus, sur les données qui sont numérisées. Et puis ça permet de tester les algorithmes de détection, de tester les taux de fausses alarmes, de faux abris. Et il y avait eu plusieurs années avant, je sais plus exactement quelle année, mais un événement qui s'appelait le Big Dog, parce que c'est dans la constellation du chien. Okay. Et là, vraiment, et il y avait eu des publications avant et tout ça, je me suis dit, ah non, mais là, c'est bon. Et donc, il y avait toute une cérémonie. Puis après, on a dit, bon, on ouvre l'enveloppe.
Ah non, c'est un signal ajouté. Ah zut. Donc en 2015, quand ils ont refait, bon, on a détecté quelque chose. Ouais, on l'a déjà fait le coup. Hein. Tout le monde a cru que c'était... Fausse alerte. Là. Alors, d'abord fausse alerte. Et puis après, il y a des... Alors c'était des instruments américains en 2015 qui ont détecté quelque chose. LIGO. Et là, par contre, il y a des gens... Enfin, il y a Rainer Weiss là, qui a dit j'ai vu le signal... Enfin, il était enregistré, mais dans ce qu'on appelle la frange noire. Donc, c'est le signal directement en sortie de l'interféromètre. Et là, il voyait le signal. Il dit non, mais là, il est bon. Il y avait un autre collègue américain aussi qui a dit j'ai cherché partout si on avait pu nous pirater pour nous faire croire qu'il y avait un signal et c'était pas là. Enfin bon, et après il y a eu des épreuves de la publication qui allaient, et là je me dis ouais c'est bon, et là j'étais extrêmement ému. Ça m'étonne pas. Ouais. Et donc vous en fait votre travail au quotidien il se situe un peu à la frontière entre l'infiniment grand, puisqu'on parle de fusion d'étoiles à des milliers d'années-lumière, des étoiles qui font des dizaines de fois la masse du Soleil, enfin c'est vertigineux, et à la fois avec l'infiniment petit, puisque ce que vous détectez de ces événements, c'est, je crois que c'est 1/1000 de l'épaisseur d'un cheveu, enfin c'est vraiment pour donner un ordre d'idée. C'est des deux côtés, c'est assez impalpable. Moi, ma question, c'est au quotidien, comment vous vivez ce grand écart entre guillemets, et qu'est-ce que ça apporte dans le monde palpable entre guillemets vos recherches? Le quotidien, c'est de l'instrumentation. Hein. Donc le quotidien, c'est de se poser des questions d'électronique, beaucoup, d'électronique analogique, de traitement du signal, des choses qu'on apprend dans cette école, je suis sûr encore. Oui. Voilà. Et voilà. Et je participe sur d'autres projets aussi où c'est des problèmes de métrologie, d'instrumentation, de mise en œuvre, de se dire ah bah c'est pas comme ça marche pas, il faut améliorer l'instrumentation. Voilà. Donc il y a les ondes gravitationnelles, c'est enfin les signaux, c'est ce qui nous motive, ce qui nous fait avancer, mais le quotidien, c'est des problèmes techniques, beaucoup, des problèmes d'ingénierie, beaucoup de problèmes d'ingénierie, et sur lesquels je prends beaucoup de plaisir à travailler dessus aussi, ouais. Ok. C'est génial. Moi, je vais me permettre de lire ma petite fiche du coup. Oui. L'Académie des technologies, a récemment sorti une étude qui a compté les occurrences dans les discours publics des mots progrès et des mots innovation. On remarque le mot progrès, il a été utilisé maintes et maintes fois avant la Seconde Guerre mondiale, puis ça a commencé à décliner. Ouais, c'est exactement, pendant des siècles, puis ça a commencé à décliner. Maintenant, c'est le mot innovation qui est utilisé. Pour vous, c'est quoi la différence entre ces deux mots et pourquoi aujourd'hui on utilise innovation plutôt que progrès? Je suis pas sûr que je sois un fan de l'innovation. C'est pas moi, c'est pas un mot que j'emploie beaucoup, moi, en tout cas. Vous préférez progrès? Presque, oui. Ben, ça vient des Lumières, il me semble. Progrès, ça a été écrit pendant longtemps déjà avec un P majuscule. Oui. C'était quelque chose, le progrès avec un grand P, quoi. Est-ce que pour vous, il y a, dans votre esprit, est-ce qu'il y a une différence déjà entre ces deux notions? J'allais dire peut-être que c'est une façon sociale qui est un petit peu différente. Le progrès, alors il y a plein de progrès dans plusieurs gammes possibles d'ingénierie, mais de progrès social. Voilà, l'innovation, c'est plus entrepreneurial, j'allais dire, plus technique, quoi. Non. On parle pas d'innovation, enfin si, maintenant on parle peut-être d'innovation sociale aussi, mais c'est une recopie du vocabulaire technique, quoi. Donc peut-être que le mot innovation est peut-être plus employé dans un champ entrepreneurial. Ok. Donc détecter les ondes gravitationnelles, c'est du progrès? Bon, en tout cas, ça satisfait un besoin de connaissance, oui. Ok. Et curiosité, ouais. Puisqu'on reste un peu dans l'actualité, moi je voulais vous faire rebondir aussi sur une autre étude qui a été sortie par l'université d'Oxford l'année dernière. Donc ça a peut-être même changé depuis, mais elle indiquait que 76% des chercheurs interrogés utilisaient l'IA dans leurs travaux de recherche. Et on voit que les chercheurs ils sont très partagés sur l'usage de l'IA dans la recherche. Vous, c'est quoi votre regard là-dessus? C'est génial. Moi, j'ai utilisé de l'IA ce matin. Je trouve que, et ça s'est beaucoup amélioré.
Enfin, au tout début, j'avais regardé, je voulais discuter avec l'IA de la vie sur Mars. Et puis, j'ai dit, mais alors, il donne ses réponses, puis je dis, mais tu peux me donner des références bibliographiques, le réflexe professionnel. Oui. Et il me donne 5. Alors, il me dit oui, pour le fait qu'il y ait eu des liquides sur Mars. Là, il y a une publique qui dit qu'il y a eu de l'eau. Là, puis il me donne la référence, je vais voir. Et je dis, ouais, c'est un liquide, c'est pas dit que c'est de l'eau. Bon, d'accord. Et puis après, il rediscute de 3 trucs, il me donne 4 publications. Et là, tout était faux. Les auteurs, les noms de revues, oui, il me donnait les numéros de page et les titres, ça correspondait pas. Alors, c'était pas complètement faux. C'était un peu comme quelqu'un qui aurait dit, ouais, je me souviens vaguement que, mais sauf qu'il dit pas, je me souviens vaguement que, il donne des numéros de page et tout, donc c'était faux. Ouais. Et maintenant, ça n'arrive plus, ça, avec ChatGPT, la version 4 ou 5, là, qui tourne en ce moment. Au moins, il me donne les liens cliquables, je vais dessus, c'est extrêmement pertinent, ce qu'il dit. Donc, alors, je m'en sers beaucoup comme encyclopédie vivante, entre guillemets, avec qui on peut discuter, comme je discuterais avec un expert sur des domaines sur lesquels je suis pas expert, quoi, sur lesquels des domaines que je connais pas bien, pour apprendre. Et puis, de temps en temps, je demande même j'essaye de lui faire des calculs, et c'est quand même pas mal, hein. Alors, il y a des fois, il y a quelques fois aussi, il présente 2 façons. Enfin, il dit, il fait 2 réponses d'un coup, puis il dit laquelle vous préférez. Il y en a une fois, je me dis, il y a un facteur 2 entre tes 2 réponses. Il y en a une qui est fausse. Hein. Ouais. Donc, faut être prudent, faut vérifier les sources, mais comme encyclopédie vivante avec laquelle on peut, enfin vivante, ouais. Pas le mot que j'avais prévu de dire, mais je l'ai dit. Encyclopédie avec laquelle on peut interagir, c'est génial. Et dans vos projets en cours, nous, on est très curieux avec Alexandre. On voulait savoir qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse passer de l'étude des ondes gravitationnelles à l'étude des gaz émis par les microbes dans le sol. Alors ça, c'est un peu... alors, il y a un effet, parce que j'ai déménagé à Rennes, donc ça, c'était un peu les objectifs de Rennes, là, de regarder ce qu'on appelle les ondes terahertz. Moyennant quoi, donc les objectifs sont extrêmement différents. Les techniques, c'est les mêmes. C'est vrai ? Oui. C'est de la stabilisation en fréquence de laser, c'est de l'étude de bruit de système. En technique, je fais la même chose. C'est dingue. Mais on reste du coup plus dans l'échelle infiniment petit. On est moins dans l'échelle aussi de la source. Dans les objectifs, ouais. Mais dans le quotidien, c'est de l'électronique, des lasers, des hyperfréquences, des adaptations d'impédance, des diagrammes de Bode. Enfin, c'est pareil. Je trouve ça fou que des outils puissent décliner dans quelque chose et c'est des secteurs complètement différents. Ouais. Alors par contre, sur l'aspect biologie, évidemment, il me manque des compétences, on peut dire. J'ai pas été formé à la biologie. Donc il y a 2 projets en cours. Là, il y en a un qui est pour détecter les microbes dans les sols agricoles. Donc là, on est en train de mettre au point l'instrument. Ça va plus lentement que prévu. Je suis pas très fort en planning. Et puis, il y a un autre instrument là qui est financé avec l'aide du CNES. Et là, ce serait pour détecter des gaz dans des roches qui reviendraient de Mars. C'est génial aussi, ça. Ouais. Est-ce que vous savez que, je sais pas si vous connaissez Nicolas Verdier, vous l'avez peut-être croisé un an peut-être, qui était diplômé en 94, lui, de tête. D'accord. On lui passe le bonjour, s'il nous écoute. D'ailleurs, il est bienvenu dans le prochain épisode, si un jour il veut passer. Il a travaillé sur le projet InSight, qui a envoyé un robot sur Mars, justement, pour sonder le sol et les micro-tremblements de terre sur Mars. D'accord. Donc voilà. Parce que là, en fait, le projet Mars, entre guillemets, ça vient. J'avais pris contact avec un ancien de l'ESEO, Jean-Luc Isler. Voilà, qui travaillait au CNES, et j'y avais dit, tiens. Ils sont collègues, je crois. Voilà, et il m'a dit, tiens, prends contact avec l'exobiologiste du CNES, qui a pris sa retraite, mais donc là, c'est un projet qui est géré par le responsable de l'exobiologie au CNES actuellement, quoi. On l'a rencontré avec Anne, il nous a fait visiter le CNES cette année. C'était vraiment génial. Ouais. Donc voilà, le réseau des anciens. Le réseau des anciens vous sert. Oui. Et c'est vrai que même quand on a visité, on a croisé pas mal de gens, 3 ou 4 autres personnes de l'ESEO, des générations complètement différentes. Des générations différentes, ouais. Jean-Luc Isler, enfin à l'époque, donc lui, il doit avoir 2 ans de plus que moi. 88, il me semble. Ouais, et donc lui, il était responsable du club fusée, donc on se moquait un peu à l'époque. C'était étudiant parce que souvent les fusées retombaient dans le lac là. Mais il a su garder sa passion.
Ouais. On était très taquins à l'époque. C'était le club aérospatial de l'Ouest, c'est ça, je crois, non? Ça s'appelait comme ça, il me semble. Ça s'appelait Mais Club Fusée, moi je dirais. ah oui, Mais ils ont peut-être changé de ouais, nom. ouais. Et c'est pas lui qui l'a créé même? Ou peut-être C'est que bien possible. ouais, Alors c'est ça, ça, c'est ouais. complètement ouais, possible. Et Nicolas Verdi en faisait partie aussi. D'accord. Ouais. Vous faisiez partie d'un club, vous? Non, pas ces Ah, il clubs-là. y avait Non. personne qui vous taquinait, du coup. Non. OK. Mais par contre, je me suis bien fait taquiner par la suite, hein, sur le signal, le bruit là? C'est pour quand? Bah, maintenant, on peut plus vous taquiner. Non. Ah ouais. Là, C'est ouais. J'ai été après la thèse, j'étais en postdoc aux États-Unis. Donc c'est un projet assez différent aussi là c'était une horloge à atomes froids de calcium. En technologie pareil, hein, des lasers à stabiliser, mais pas moi, avec des techniques, il y a toujours un peu de technique particulière à l'expérience. Et je sais que la veille de partir, il y a le collègue qui m'a montré ce qu'on appelle les franges de Ramsay, l'oscillo là, et il m'a dit: «Regarde bien le signal parce que t'es pas près d'en revoir, hein». aujourd'hui, puisqu'on parle un peu de l'école et tout ça, vous êtes encore rattaché à ça puisque vous êtes enseignant à l'université de Rennes. Je suis chercheur, ouais, j'enseigne et j'ai des charges un petit peu de charge d'enseignement. Oui, ce que vous me disiez De tout temps à en l'heure, temps, c'est ouais. quelques heures par an, Ouais. mais vous êtes quand même un peu rattaché à l'enseignement. Et qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporte d'être enseignant-chercheur, d'être à la fois d'avoir des travaux de recherche et à la fois d'être au contact des étudiants et de transmettre votre savoir? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce que l'un influence l'autre? Moi, j'ai pas beaucoup de charges de cours. Moi, j'aime bien les charges de cours que j'ai. J'ai peur que je tombe sur des détails qui soient trop techniques pour les apprentissages que je veux donner aux étudiants, quoi. Alors, je pense que du coup, j'apporte donc j'en fais un petit peu de cours d'asservissement. Je pense que je déborde largement ce qu'on trouve dans les bouquins habituels d'asservissement, OK. mais que ça peut rester, enfin, j'imagine quand même un peu abstrait quand on est derrière la table. Oui, c'est clair, vous êtes au naturel avec plein de notions et ça peut être complètement abstrait pour des étudiants qui sont pas du tout dedans. Oui, ouais. Et du coup, les enseignants-chercheurs, c'est un métier, nous, qu'on a à l'ESEO. Bien sûr. Selon vous, quel est l'intérêt pour un chercheur de quand même poursuivre vers l'enseignement? C'est-à-dire d'avoir les deux métiers? Il faut pas que les deux mondes soient déconnectés parce qu'autrement, le monde des chercheurs finirait par s'isoler entre guillemets. Mmh. Moyennant quoi, en France quand même, les charges d'enseignement sont extrêmement lourdes. Et je pense Ah oui? que ça, c'est un peu au détriment des activités de recherche des enseignants-chercheurs. Oui, je crois de ce que j'ai vu en Allemagne, ou de ce que je connais un peu en Allemagne ou en Grande-Bretagne, il y a par exemple des activités d'encadrement de stagiaires au labo comptent comme des heures, des activités d'animation d'un groupe scientifique comptent comme des heures d'enseignement, d'encadrement de stagiaires, de thésards, et il y a des charges d'horaire, je pense, qui sont divisées. Alors j'ai peur de dire une erreur, mais je dirais par 3 ou 4, quoi. Et ça, pour la recherche, c'est quand même très bien. Alors en France, il y a un petit peu ça, des enseignants-chercheurs qui sont en charge de projet, ils peuvent, entre guillemets, payer des heures de vacation, enfin, à quelqu'un. Et je crois que ça, aux États-Unis, c'est par exemple beaucoup plus. Il y a des enseignants-chercheurs qui enseignent très peu, ou qui enseignent, une douzaine ou une trentaine d'heures, quoi. OK. Mais je crois qu'en France, on a je serais curieux de comparer, mais je pense qu'on a un des systèmes les plus durs pour les enseignants-chercheurs. Et oui, ça gagnerait en fait les universités, les écoles, etc. gagneraient à laisser plus de temps aux enseignants-chercheurs, plus de temps à la recherche. Oui, ça laisserait plus de là moi les collègues enseignants-chercheurs, j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce qu'ils ont 2 métiers en parallèle vraiment, c'est dur. OK. Enfin, ils aiment ça, mais ils voient ça comme même très contraignant sur les aspects, le temps que prend l'enseignement et puis les aspects administration derrière, là, d'être responsable de licence, il y a pas que les heures Oui, devant de les cursus, étudiants, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que pendant notre discussion, vous avez plusieurs fois dit que vous aviez eu des missions, vous aviez travaillé à l'étranger, en Italie, aux États-Unis, je sais plus, vous avez dit d'autres pays, il me Non, semble. je crois que c'est ça, ouais. C'est tout? Ouais. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler à l'étranger? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Ah bah oui, les façons de travailler sont pas forcément les mêmes. Les Ouais. Américains, j'allais dire, sont plus pragmatiques. En France, on fait le calcul d'abord. Aux États-Unis, on essaye d'abord et puis éventuellement on fait le calcul s'il y a besoin. C'est peut-être très résumé, très simplifié, mais c'est un peu je vois ça un peu ça comme ça quand même.
Euh, En Italie. En Italie, les façons de s'organiser aussi sont différentes. Donc ça, il y a vraiment on a vraiment des façons d'approcher les choses différentes et on apprend les uns des autres. Des fois, des fois, on a du mal parce qu'on perd ses repères familiers, entre guillemets. Mhm. Donc moi, j'ai eu des difficultés parce que j'étais un peu perdu par rapport à mes repères. Mais voilà, il y a des façons différentes de s'organiser, de voir les choses. Est-ce que vous encourageriez un étudiant ou un jeune diplômé ou Ah oui, ça fait quelqu'un ouais. à faire ça, à Ouais, aller ouais, à l'étranger? ça fait du bien de voir comment ça se passe ailleurs. Et Mhm. alors, on trouve que l'air est toujours plus verte ailleurs, et en fait, pas forcément. Hein. Ouais. Mhm. Et on voulait savoir, est-ce qu'il y a une rencontre avec une personnalité, un mentor, tout à l'heure vous avez parlé d'Alain Briet, Mm. qui a changé la trajectoire de votre vie? Bah oui, Alain Briet, oui, en Oui. particulier, oui, oui, oui. Oui, je pense que là, sa façon de faire de la physique, très intuitive, mais très technique aussi. Et puis, enfin, donner des réponses extrêmement, ciselées, c'était merveilleux, quoi. Très brève, et il y a quand il dit quelque chose, il y a un moulinet pour un bon moment. Enfin, Mhm. ouais, Mhm. Vous en parlez tellement bien, ça me donne envie de le rencontrer en fait. ouais. Juste qu'ils me disent, là c'est ça. Est-ce que il y a quelque chose avec le recul aujourd'hui, vous avez quelques années de carrière derrière vous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer? Ouais, donc ma curiosité là, c'était, si j'ai repris une année de DEA, c'est parce que je savais rien sur les ondes gravitationnelles. Je Mhm. croyais tout savoir sur l'électromagnétisme. Je me trompais lourdement, en particulier sur les aspects quantiques des ondes électromagnétiques. Non, je crois qu'on n'avait pas vu ça du tout. On avait un cours de mécanique quantique, mais pas d'optique quantique. Est-ce que vous comprenez la physique quantique? Moi, j'ai du mal personnellement, mais après je me dis peut-être que vous j'ai regardé des vidéos sur YouTube, bon c'est Ou alors il y a des vidéos c'est où quand on même dit qu'on assez comprend jamais. contre-intuitif. C'est des modèles. Enfin, c'est des modèles. Après, moi, je pense que c'est une histoire d'habituation au modèle, quoi. Mhm. C'est-à-dire que on a appris à compter petit, très petit même, jusqu'à 10, puis Mhm. jusqu'à 100, puis jusqu'à 1000, et on est très fiers de ça. Et ça, je pense qu'il y a des sociétés où on apprend pas, où il y a eu des sociétés sur lesquelles on n'apprenait pas ça et on vivait aussi, quoi. Mhm. Donc donc on était habitués à ces modèles-là, qui sont pas des modèles si faciles que ça, en fait, hein. Et là, les modèles qui sont associés à la mécanique quantique, là, des opérateurs qui commutent pas, c'est pas très intuitif non plus. Mais je pense que, alors moi j'utilise pas beaucoup la mécanique quantique dans ma pratique, mais je pense que quelqu'un qui utilise ça très régulièrement, on se fait aux idées. C'est un modèle mathématique comme un autre, quoi, qui modélise le réel, le modèle de la fonction d'onde, et puis de faire des opérateurs sur des fonctions d'onde, et ça représente les résultats de mesure. Donc voilà, quoi. OK, bon, pas si compliqué en fait. C'est un modèle mathématique comme un autre, ouais. OK. Et du coup, votre parcours, il force l'admiration, hein. Et donc, quel conseil vous donneriez à un étudiant ou une étudiante, par exemple, qui craint de se lancer dans des études, par exemple, de recherche? Moi, je crois que, de ce que je vois dans le monde de la recherche, mais c'est peut-être aussi vrai dans d'autres milieux, c'est difficile de rentrer dedans parce que quand on arrive, moi quand je suis arrivé, puis quand je vois les jeunes étudiants en thèse qui arrivent, on a un sentiment de l'imposteur qui peut être assez fort, quoi, en se disant: «Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là, quoi?» Mmh. Et en fait, ce qui rassure, c'est de voir que, on travaille, on produit quelque chose, ça éventuellement publié. Des chercheurs qui trouvent, il y en a beaucoup, 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 hein. C'est des non mais J'ai compris que c'était pour moi. ouais, non mais ouais, parce qu'en fait, cette phrase des chercheurs qui cherchent, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous prenez Google, donc il y a un module de Google qui s'appelle Google Scholar. Mmh. On tape le nom d'un chercheur, on a ses publications, on voit ce que quelqu'un produit parce qu'il a trouvé. Donc c'est pas vrai que les chercheurs ils trouvent pas, quoi. Enfin, c'est quelque chose faut casser cette image-là, quoi. Oui. Alors on trouve pas, ça révolutionne, c'est pas des ondes gravitationnelles tous les jours, hein, c'est pas un gros signal extraordinaire, mais il y a quand même des avancées techniques, conceptuelles, très régulières, quoi. Les chercheurs qui trouvent, il y en a plein. Et j'étais parti sur une autre explication. C'est le conseil? Ah oui, le conseil, je sais plus. Le syndrome de l'imposteur? Ouais, le C'est syndrome de l'imposteur, oui, c'est ça. Mmh. Donc effectivement, quand on
quand on commence, on a un syndrome en disant c'est pas pour moi, puis en fait on produit des choses qui sont publiables, et puis on se dit je suis pas complètement ridicule non plus, voilà. Et enfin moi, ce qui me motive un peu dans ce milieu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'admiration croisée, quoi. Ok. Ouais, j'admire mes collègues et je pense que c'est un peu réciproque aussi, voilà. Et je pense que ça c'était quelque chose de très motivant. Mais effectivement, au départ, on se dit qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Mmh. Donc et ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas facile à dépasser, quoi. Mmh. Enfin, c'est vraiment un obstacle fort, en particulier au monde de la recherche, mais peut-être pas que, quoi. Je pense aussi dans le monde des études, quand on arrive, même des études supérieures, quand on arrive, qu'on voit des choses, des concepts qu'on connaît pas du tout, on se dit: «Mais pourquoi Ça peut être impressionnant, pourquoi moi?» Mmh. quoi. Ouais. Ça fait un peu peur, ouais. Donc un peu une question de confiance en soi aussi quelque part, Ouais, oui. Et ça, qu'est-ce qui aide la confiance en soi sur ce point-là? C'est le soutien, l'expérience aussi. l'expérience, le soutien des enseignants, le soutien familial, le soutien des autres élèves, évidemment. de ses pairs, oui. Ouais, des pairs, eh bien, ça, c'est très important aussi. Et puis, oui, des éléments de reconnaissance, quoi, de dire, on n'a pas tout, on peut même s'être planté et c'est pas très grave. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à apprendre. OK. Et dans un monde parallèle où vous n'auriez pas été, directeur de recherche, vous pensez que vous auriez fait quoi? Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été quoi? Peut-être de l'enseignement pur, quoi, en collège ou en lycée, je sais pas. Physique? Peut-être, Maths? je sais pas. Mais de l'enseignement quand même. Peut-être, ouais. Italien? Je sais pas très bien parler italien. OK. On communique en anglais. En Italie, ouais. Ouais, ok. Ouais. Ça m'a un peu perturbé, d'ailleurs, quand je suis arrivé aux États-Unis, parce que je pensais connaître l'anglais, et en fait, entre des Italiens qui parlent anglais en roulant les R, Mhm. et quand on arrive aux États-Unis, on reconnaît plus rien. C'est déboussolé. C'est OK. gravitation waves. Ah oui. J'exagère un petit peu, mais OK. Pour finir, moi, je voulais vous proposer de faire un petit jeu. Je vais vous donner des citations et vous allez devoir essayer de trouver de qui est cette citation. Est-ce qu'on commencerait pas par une assez facile, Anne? Alors, il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Et encore pour l'univers, je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est Einstein, Schrödinger ou De Broglie? sûrement pas Einstein. Quoique, je sais pas. C'est bien Einstein. C'est Einstein? C'est pas une D'accord. phrase qui a été... On est sûr qu'il l'a dite? On n'est Parce pas, qu'il on y a- n'est pas vraiment sûr. Ouais, ça Citation provient de apocryphe. témoignages oraux de son secrétaire particulier. Ah oui, d'accord, donc quand même. Donc, Il y a pas, c'est pas écrit noir sur blanc, mais bon. Ouais, On l'attribue mais quand souvent à même. Einstein, en tout cas. D'accord. Deuxième phrase, ça, c'est sûr que c'est une vraie citation qui a été dite. C'est le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance, mais l'illusion de savoir. Est-ce que c'est Socrate, Richard Feynman ou Stephen Hawking? C'est dur. Socrate? Alors, on l'attribue souvent à Socrate parce qu'il a souvent parlé de ça. En réalité, la vraie formulation comme ça, c'est Stephen Hawking, mais Socrate disait quasiment la même chose il y a D'accord. longtemps. Voilà. une troisième. Alors, l'univers est plus étrange que n'importe quelle science-fiction que j'ai jamais lue. Est-ce que c'est John Wheeler, Kip Thorne ou Neil deGrasse Tyson? John Wheeler? C'est Kip Thorne. C'est ça, c'est Kip Thorne, d'accord. Kip Thorne, il a publié en 1980 une publication sur les ondes gravitationnelles et sur le niveau qu'on attendait d'amplitude des ondes gravitationnelles. Et donc l'amplitude, il y avait une courbe il y a un graphique avec un cherished beliefs, donc les vœux les plus chers, entre guillemets, Ouais. à 10-15. Voilà. Et la vraie amplitude qu'il a fallu attendre, c'était 10-22. Donc il s'est trompé de 7 ordres de grandeur quand même. C'est quand même conséquent. Alors, une quatrième. Chercher les signaux des ondes gravitationnelles, c'est un peu comme aller à la pêche. On sait qu'il y a du poisson, mais on n'est jamais sûr de le ramasser. Est-ce que c'est Kip Thorne, Barry Barish ou François Bondu? Je pense que c'est le troisième. Bravo, c'est François Bondu. En effet, dans le Ouest France, le 16
10-2017. Mhm. Une cinquième? Allez. C'est pas plutôt à vous le dire. Une Si on cinquième? continue. Oui, oui. Notre univers s'étend comme gonfle dans le four un pudding au raisin, dans un espace qu'il crée lui-même. Est-ce que c'est Hubert Reeves? Est-ce que c'est Erwin Schrödinger? Ou est-ce que c'est Roger Penrose? Alors, le premier, c'était Hubert Reeves. Hubert Reeves. Et oui, Mais c'est pas de C'est- lui, mais ouais. c'est ouais. bien une Bonne citation de lui dans son Ouais. ouvrage Patience, Hmm. dans c'est- l'azur, de 1981. C'est pas de lui, ça, selon vous? Ce modèle alors peut-être que la citation comme ça. La oui, métaphore oui. du Oui, la cake, métaphore, c'est peut-être lui, ouais. du pudding au raisin. Ouais. Et allez, la dernière de mon côté, c'est C'est- on ne comprend jamais vraiment quelque chose à moins de pouvoir l'expliquer à sa grand-mère. Mmh. Est-ce que c'est Richard Feynman? Est-ce que c'est Max Planck? Ou est-ce que c'est Ernest Rutherford? Je pense qu'ils auraient pu le dire tous les trois. Non, je pense que, oui, Elle est très sympa, hein. oui, je pense que c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde, ça. Mm. Ouais, Eh bien, c'est Rutherford, d'accord, ouais. dont la promo ESEO 1983 porte le nom. Dédicace à la promo diplôme Il 1983. faut arriver à se faire une idée simple Oui, des c'est choses, vrai, ouais. c'est vrai. Après que la grand-mère comprenne quelque chose, c'est peut-être c'est délicat, mais ouais. Une petite dernière, c'est le temps n'existe pas, c'est nous qui existons dans le temps. Est-ce que c'est Alan Watts, Stephen Hawking ou Jean-Claude Van Damme? Stephen Hawking? C'était Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, d'accord. Ça m'étonne. Il est aware. Mais il y a des gens qui croient ça. Je crois que Thibaut Damour, il a des citations de ce genre-là aussi. Pour terminer, une petite dernière question que moi je voulais vous poser. Vous, votre travail, ça cherche à éclairer un peu les mystères qui restent irrésolus de l'humanité. Si demain on pouvait vous dire, on vous donne une réponse sur une question à laquelle on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Vous pensez qu'il y en a pas? Ou vous pensez statistiquement? Alors statistiquement, apparemment, il paraît que oui, mais sur Mars, ça me paraît pas facile. Nicolas Verdier nous le dira peut-être dans le prochain épisode. Il fait froid, c'est mort depuis 3 milliards et demi d'années. Peut-être qu'il y en a eu. Non. Il y a je sais des pas. liquides. Il y a eu de l'eau, il y a eu une atmosphère, mais l'atmosphère a disparu il y a 3 milliards et demi d'années parce que il y avait une dynamo, il y avait un champ magnétique sur Mars comme sur la Terre, et quand le champ magnétique a disparu, eh bien le vent solaire du coup a emmené l'atmosphère de Mars. Et comme il n'y a plus d'atmosphère, du coup, les pressions sont très basses. Donc ça fait évaporer tout ce qui est possible, en particulier l'eau. Enfin, je pense que c'est ça qui a fait disparaître l'eau de Mars. Et après, une fois qu'il n'y a plus d'atmosphère, qu'il n'y a plus d'eau, ça devient compliqué. Ok, Compliqué mais pour la vie. c'est un bon mystère de l'univers. J'aurais à dit la même résoudre. chose. Je pense. Bon, Ouais. C'est vrai. Ça fascine quand même de Alors, savoir justement, il y a des publications très récentes là de la NASA là où ils disent qu'ils ont détecté oui, je crois que c'est il y a un ou 2 mois qui disent qu'ils ont détecté peut-être de la vivianite, enfin donc des formes je suis pas géologue, hein. Donc des cristaux qui contiennent du fer, du phosphate, enfin en tout cas il y a les bons rapports isotopiques avec ce qu'on peut mesurer. Et puis ça a la même couleur verte que ce qu'il y a sur Terre. Et sur Terre, c'est des cristaux qui se forment sur de la matière organique, quoi. Ah. En particulier sur des os. Mmh. Donc là, ça pourrait être un indice qu'il y ait eu de la vie sur Mars. Sauf que on n'est pas très sûr que ce soit exactement cet élément-là. Il faudrait, ça c'est des questions de géologue. Il faudrait pouvoir savoir si c'est du fer Fe2+ ou Fe3+. Ah oui. Et ça, il faut ramener le caillou. Mais ça coûte très cher. Ok. Ok. Et ben, merci beaucoup Merci beaucoup. Merci. d'être venu. C'était Ouais. super intéressant. Super intéressant. Le mot de la fin peut-être? Pas de mot de la fin. Et ben, on peut arrêter là. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Électron libre by ESEO, disponible sur toutes les plateformes et en replay sur radiocampusangers.com.